Bonjour, nous nous retrouvons après quelques semaines d'absence pour poursuivre cette série de conférences consacrées aux écrivains naturalistes. Et le prochain sera Mirbeau. Mais cette fois, nous allons parler de Guy de Maupassant, à côté précisément du domicile où il a vécu, rue Montchanin, c'est-à-dire nous sommes dans la salle d'exposition de la Cinémathèque Robert Linhen, qui est une grande institution culturelle du 17e arrondissement. Et vous voyez autour de moi, vous voyez derrière moi des caméras. Ici est résumé, c'est le cinéma depuis les années 20, depuis que le cinéma, surtout le cinéma documentaire, a été très développé. C'est un lieu rue Jacques Bingen, qui s'appelait autrefois Montchanin, c'est un lieu unique et qui reprendra bientôt son activité, puisque grâce à la mairie du 17e, à l'activisme ardent de Brigitte Custer, à toute son équipe, à Geoffroy Boulard, et à Alix Bougeret, cet établissement a retrouvé son lustre et pourra bientôt recevoir du public. Donc nous sommes dans un des lieux chers du 17e arrondissement, un des hauts lieux de la culture. Pourquoi Guy de Maupassant? Parce que Guy de Maupassant a habité, je le disais ici, rue Montchanin, c'est son deuxième appartement dans l'arrondissement, mais le premier était situé rue du Long, et au bout de la rue du Long d'ailleurs, et c'est à cette époque-là qu'il a commencé à écrire en arrivant à Paris. C'est aussi un clin d'œil, il faut quand même le dire, au maire du 17e arrondissement, qui est originaire de Normandie et qui retrouvera, lui le Cauchois, une littérature qu'il a été créée et où circule, irriguée par la culture normande. Guy de Maupassant, c'est aussi l'ombre, j'allais dire l'ombre, mais c'est bien plus que l'ombre, c'est l'ombre portée, c'est l'enfant, le disciple spirituel de Gustave Flaubert. Et c'est ce qui a fait qu'il est devenu, qu'il s'est imprégné de cet élan anti-romantique qui a habité Flaubert. Flaubert était un romantique contrarié. L'éducation sentimentale, c'est tout à fait un livre qui dénonce comme Madame Bovary, évidemment, qui est le plus grand manifeste contre le romantisme. Et Guy de Maupassant a été très influencé par Gustave Flaubert, qui était le meilleur ami de sa mère, Laure de Maupassant. Et quand il était entré, il avait dit, Maupassant, en entrant, il a dit « Je suis entré dans la vie comme un météore et j'en sortirai par un coup de foudre ». C'est un peu ce qui s'est produit, parce qu'il n'a vécu que 43 ans, ce qui est quand même assez court. Il était né en 1850 et il a consacré 12 ans de sa vie vraiment à la littérature, à l'écriture. 12 ans. En 12 ans, il a écrit toute son œuvre, ce qui est considérable, ce qui paraît énorme. Ces gens-là étaient des géants, comme Zola d'ailleurs. L'autre fois, nous parlions de Zola. L'énergie que Zola a mis à écrire est tout à fait considérable. Mais il y a un mot que j'aime beaucoup de lui, il disait « La moindre chose contient un peu d'inconnu, trouvons-le ». C'est toute sa démarche littéraire qui est contenue. Alors on va aborder la vie de Maupassant. Elle n'est pas extraordinairement riche, il faut dire la vérité, sauf de loisirs. Elle est beaucoup moins riche que celle de Flaubert, beaucoup moins contrastée que celle de Zola, mais elle montre bien d'où vient son œuvre. Alors, la première partie, nous allons parler de son enfance, de son éducation, qui est déterminante dans son œuvre, de sa familiarité avec la mer, et à Étretat, où vraiment il a pris la mesure de ses ambitions, et puis de son éducation dans des lycées où il s'ennuyait mortellement, et puis ensuite la guerre de 70 qui va déclencher et qui va lui inspirer le récit qui a fait de lui le grand écrivain français qui l'a imposé comme le grand écrivain naturaliste, c'est-à-dire Boule de Suif. Alors Maupassant, il est originaire de deux grandes familles bourgeoises en fait. Vous savez, la Normandie, nous sommes à côté de la Normandie ici, nous sommes juste à la Seine. La Normandie, c'est le débouché naturel de Paris, et c'était aussi
toute la nourriture de Paris venait de la Normandie, par aujourd'hui la rue de Tocqueville. Enfin, nous sommes liés toujours à la Normandie, mais à l'époque c'était encore plus important puisque le port de Rouen, tous les bateaux remontaient jusqu'à Rouen. Et Rouen était une capitale économique extraordinaire. Le Havre était le port, mais Rouen c'était le grand port de commerce. Et sa famille, son grand-père, pas le grand-père Maupassant, mais son grand-père le Poitevin, du côté de sa mère, oui, le Poitevin, il avait travaillé dans une usine, dans une filature, c'était un teinturier, il avait été meunier, puis après teinturier, et puis il avait créé sa propre société, sa propre compagnie à Rouen, et il était devenu assez riche. Et il avait fait une jolie fortune, c'est d'ailleurs ce qui a permis à Maupassant, pendant les années d'éducation, de vivre convenablement, même après le divorce de ses parents. Nous en reparlerons, parce que ce qu'on ne sait pas non plus, c'est que son père, le père de Maupassant, a vécu boulevard des Batignolles, après la séparation des parents. Laure, elle, est née, Laure de Maupassant, celle qui deviendra Laure le Poitevin, sa mère, est née en 1821, vous allez tout comprendre, et Gustave Flaubert, la même année, en décembre. Donc ils étaient jumeaux, quasiment jumeaux. Et le meilleur ami de Flaubert n'était autre que Alfred Le Poitevin. Alfred Le Poitevin, c'était le surdoué du lycée de Rouen. C'était un garçon qui savait tout maîtriser, qui était un homme extraordinaire. Et les deux enfants, tous les trois enfants d'ailleurs, ont été élevés ensemble. Et les mères de chaque côté, d'ailleurs, surveillaient quand les enfants étaient malades, dans les années 1820, veillaient sur leurs enfants réciproquement. Enfin, mutuellement, ils s'aidaient. Et Alfred Le Poitevin est né... qui était le chef intellectuel du groupe que formaient Laure de Maupassant et Gustave Flaubert. Alfred Le Poitevin est mort 2 ans avant la naissance de Guy, c'est-à-dire en 1848. Et c'était vraiment, pour Flaubert, c'était son modèle, mais un modèle absolu. Son ami... Gustave Flaubert va dire d'Alfred Le Poitevin « Jamais je n'ai fait à travers les espaces des voyages pareils. Nous allions loin sans quitter le coin de notre feu. Nous montions haut, quoique le plafond de ma chambre fût bas. Je n'ai jamais connu personne d'un esprit aussi transcendantal que cet ami dont je vous parle. » Et il parlait d'Alfred Le Poitevin, l'oncle de Guy de Maupassant. Donc ces liens ont entretenu cette espèce d'amitié, car il n'y a eu aucune amitié amoureuse entre la mère de Maupassant et Gustave Flaubert, mais d'une amitié très forte, de ces amitiés adolescentes, de ces amitiés d'enfance qui se développent dans la culture, dans l'héroïsation de la poésie, dans l'idéalisation de la société. Et il disait, Flaubert, toujours, je n'ai ressenti auprès d'aucun des hommes les plus intelligents de l'époque, disait-il d'Alfred Le Poitevin, l'éblouissement que ton frère me causait, a-t-il écrit quand il est mort, à Laure de Maupassant. Il faut parler de Flaubert. Flaubert, on vient de fêter l'anniversaire de sa mort, de sa naissance. C'est cette année l'anniversaire, ce sera donc en décembre 21 qu'on célébrera le grand écrivain. Et Flaubert a perdu son père, qui était un grand professeur de médecine, le grand professeur de médecine, qui avait d'ailleurs une petite fortune, a perdu son père en 1846. Et bêtement d'ailleurs, à cause d'un abcès à la cuisse. Et c'est à ce moment-là qu'il a renforcé ses liens avec les Maupassant. La mère d'ailleurs de Gustave, c'est à ce moment-là qu'elle s'est installée à Croisset, où Gustave devait vivre. Et Alfred Le Poitevin, lui, venait d'épouser une jeune femme, et d'ailleurs, Flaubert était jaloux de cette jeune femme, c'est manifeste. Il espérait que cette amitié n'allait pas se rompre à cause de ce mariage. Malheureusement,
Le mariage n'a pas duré puisqu'en 1848, Alfred Le Poittevin disparaîtra. Mais ce qui est important, c'est de montrer que c'est le noyau de l'art de Maupassant est contenu dans cette première rencontre des enfants de Gustave Flaubert et de Laure de Maupassant. Alors la famille de Maupassant, c'est une famille de noblesse de robe, comme il y en avait beaucoup, et il y a même un de ses aïeux qui était comptable, enfin responsable des comptes de l'hôtel de ville de Paris, de la ville de Paris, bien avant, bien plus tôt, et d'autres, c'était une famille très bien pourvue, et ils avaient fait carrière ensuite, ils ont fait carrière dans l'administration, en particulier dans celle des impôts, au début de 1821. Le grand-père, lui, il avait un grand domaine, ce qui a permis à Maupassant d'avoir une enfance assez radieuse au milieu de ce domaine, à Neuville. Alors, il y avait une sablonnière, vous voyez, un lac, un potager. C'était la richesse, la prospérité de ces grands bourgeois, cette noblesse de robe, parce que ils sont appelés Maupassant jusqu'à la Révolution, et c'est au moment, alors, ce qui est intéressant, et on voit le caractère de la mère de Guy de Maupassant, c'est au moment de son mariage, elle qui s'appelait Le Poittevin, elle a exigé que son mari récupère la particule de Maupassant pour se marier. Donc elle avait déjà une volonté de faire de son fils, comme si, c'est vrai que Guy Maupassant c'était plus banal, mais Guy de Maupassant, sans doute, enfin, il y avait quelque chose d'incroyablement prémonitoire dans ce qu'elle voulait. Sa mère, elle était très belle. Ce qui explique d'ailleurs l'énergie, la beauté de Guy, parce que c'était un homme moins beau sans doute que Flaubert jeune, qui était une sorte de viking blond, mais la voilà décrite. Belle, grande, élancée, avec des traits réguliers, un teint limpide, de larges yeux bleus et des cheveux châtains ondulés qui s'épanouissaient comme une grande fleur. Voilà. Elle était un petit peu jugée hautaine à Fécamp, puisque les deux lieux de la vie de Maupassant, de l'enfance de Cessera, Fécamp d'abord, et puis ensuite Étretat, où ses parents achèteront une maison. Étretat, qui était d'ailleurs une station déjà, quand Maupassant naît en 1850, Étretat est déjà une station à succès. Tout le monde se plaint du nombre de touristes. D'ailleurs, ce qui avait incité Maupassant à inventer une histoire pour éloigner les touristes, il avait inventé cette histoire quand il voyait des touristes sur les falaises, au-dessus d'Étretat, il disait « Non mais vous savez que c'est la mer qui les dépose là, à marée haute. » Donc il y avait ce goût parce qu'il détestait, c'était devenu Étretat une station trop à la mode, il y avait même un casino, enfin, et les Anglais, surtout fréquentés par des Anglais. Et quand la mort, donc en 1848, d'Alfred Le Poittevin, va faire que Flaubert va transférer toute son affection d'abord sur Laure de Maupassant, et puis ensuite sur son fils. Il a dit d'ailleurs Flaubert, il a veillé son ami 3 jours, il a veillé pendant 3 jours, ce que Maupassant fera pour Flaubert. Et il disait, la flamme d'un flambeau vacillait dans un vitrail, son âme, je la cherchais depuis mardi aux étoiles, dans les oiseaux. C'est Flaubert qui écrit ça pour la perte d'un ami, c'est absolument magnifique. La naissance de Guy se passe plutôt bien, il naît quand même dans la tourelle du château de Tourville, le château familial, et la mère de Laure écrit sa mère a désiré qu'il s'appelle Guy et depuis longtemps lui avait destiné ce nom, n'admettant même pas la possibilité de voir arriver une fille. Heureusement que c'était un garçon, du reste ce serait dommage qu'il ne fût pas venu, car c'est un superbe enfant sous tous les rapports et qui, s'il ne change pas en mal, promet à sa mère toutes les jouissances maternelles. C'est elle qui l'écrit. Une mère qui verra son fils mourir, puisqu'elle va, Maupassant va décéder après la mort de son père, mais elle verra son fils mourir, et mourir dans quelles conditions dans la clinique du docteur Blanche. Et elle avait... c'est Paul Bourget, l'écrivain du début du siècle, qui disait de Maupassant que s'il ne parlait pas de ses affections de famille,
on sentait en l'écoutant, en l'observant, qu'elles avaient joué un rôle fondamental dans sa formation. Alors, ils vont changer, ces gens-là avaient beaucoup de châteaux en Normandie, c'était des investissements, donc en plein pays de Caux, la famille s'installe au château d'Imoville. C'était un château entouré de fermes prospères, et là il a résidé de 4 à 11 ans à Imoville. Et c'était pas loin de Goderville, où sa tante Virginie, la sœur cadette de sa sœur, vivait. Mais ce qui est important, c'est que il va connaître là, elle avait épousé un homme qui deviendra un communard. C'est pas du tout l'esprit de la famille, mais un communard, un républicain assez résolu en 1851 pour s'opposer au coup d'État de Louis-Napoléon, du prince-président. Et c'était un homme, il s'appelait Cord'Homme d'ailleurs, c'est un très joli nom, il s'appelait Cord'Homme, son oncle, et qui exprimait sa détestation de Napoléon III. C'est lui d'ailleurs qui va transmettre cette foi républicaine, qui était très ardente chez Maupassant. On l'a toujours oublié, Maupassant n'était pas du tout partisan. Il y a des tas de... Là, il faut corriger tout de suite cette rumeur qui a été par certains hommes politiques. Je disais, mais Maupassant, c'est l'incarnation de la réaction. Pas du tout. C'était un authentique républicain. Il a toujours manifesté des sentiments républicains. Il était hostile à tout ce qui pouvait ressembler à de l'autoritarisme jusqu'à la fin de sa vie. Il était même hostile à la colonisation. On en parlera plus tard. Guy, dit sa mère, était un enfant très gâté et violent, sujet à des caprices bizarres, tels que, pendant quelque temps, celui de ne pas vouloir manger. C'était un gosse assez impossible. Et le bonheur de son enfance, quand on parle de 4 à 11 ans, c'est d'écouter les contes des paysannes normandes. Il était à la veillée, il écoutait ces paysannes ou ces bonnes qui lui racontaient la vie de la campagne. Et c'est ce qui va nourrir plus tard. Il a reconnu ces récits. Il disait ces récits ont pris dans mon esprit corps parce qu'ils avaient des proportions de drame inoubliables, de poèmes grandioses aussi. Son frère va naître 6 ans plus tard. Alors son frère, il faut en dire un mot, son frère c'est le raté de la famille, c'est le petit chose. Son frère c'est un garçon qui fait le désespoir de ses parents, qui fait surtout le désespoir de sa mère, parce que sa mère est très cultivée. C'est elle qui d'abord instruit ses enfants. Alors, sa mère pouvait écrire en latin, elle leur avait appris les mathématiques, enfin, et Hervé était désespérément nul. Et Maupassant, il y aura toujours cette dichotomie entre les deux frères, entre Guy et Hervé, et malgré ça, et souvent dans ces cas-là, dans ces familles, c'est malgré toute affection que lui portera Hervé, et que Guy, à Hervé, on voudra toujours à son frère de sa réussite. Il le maudira, il laissera même comme on dit fuiter aujourd'hui, mais filer des informations pour la presse à scandale à une certaine époque pour nuire à son frère, curieusement. Lui aussi, il est mort dans un asile de fous à Lyon, il faut le savoir. Mais la folie n'était pas du tout inscrite dans la généalogie, comme on l'a dit, chez Maupassant. Maupassant, on peut penser qu'il a été très malade, on y reviendra, il a eu beaucoup de maladies, et c'est lié sans doute à sa syphilis. Alors voilà... le milieu dans lequel Maupassant va évoluer dans son enfance, à Fécamp. À l'époque, c'était une petite ville de pêche, et il l'a décrit comme ça, toujours battue par le vent, par la pluie et les embruns, et toujours pleine d'odeurs de poissons frais jetés sur les quais, et de poissons salés. C'était ça qui faisait la fortune de Fécamp, dans les barils et de poissons séchés dans les maisons brunes, coiffées de cheminées de briques dont la fumée portait au loin sur la campagne les odeurs fortes de harengs. Voilà le lieu, le foyer du développement de Maupassant, et ce monde va l'enchanter. Et là, il va devenir le chef. Il a toujours été chef de bande. C'est curieux parce que c'est un misanthrope, c'est un solitaire, mais qui est bien quand il est chef de bande. Et là-bas, comme il était costaud, c'est un enfant costaud, solide, qui n'avait peur de rien, il commandait à son cousin Germaire d'Arnois et à moi la manœuvre, dit un de ses amis. Je le vois du haut du banc de gazon, coiffé de son béret rouge,
Ayant l'air crâne et dru, ses goûts pour tout ce qui touchait à la mer se manifestaient déjà. Alors c'est là qu'il va apprendre à nager d'abord. La passion de sa vie, ça va être la nage. Il était capable de nager 6 km dans la matinée. Ça, il a beaucoup écrit sur la natation. Et puis, ils ont acheté, les parents ont fait construire cette maison à Étretat, les Verguis. Et puis, il y avait Anguille sous roche, sans doute, si j'ose parler ainsi pour la mère, mais le père était souvent à Paris, il avait des affaires à Paris, et il a eu des maîtresses à Paris. Et il restait la plupart du temps à Paris. Et Guy va vivre la séparation d'Étretat, l'éloignement d'Étretat, comme une douleur. Et à 9 ans, il va se retrouver au lycée Louis le Grand, à Henri IV, au lycée Henri IV aujourd'hui. Il va se retrouver à Henri IV, à 9 ans, ce gosse qui pète le feu, qui a envie de nature, qui grimpe aux arbres, qui chasse, qui nage, qui part en pêche, qui part en mer avec les pêcheurs d'Étretat, il va se retrouver enfermé dans ce lycée Henri IV qui était lugubre, sur la montagne Sainte-Geneviève. Et c'est l'époque aussi où il a croisé Michelet et sa femme, qui écrivaient alors ça c'est coïncidence, c'est incroyable, on imagine le couple Maupassant avec leurs enfants, croisant Michelet, Jules Michelet avec sa femme Athénaïs, l'époque où il écrit dans le 17e arrondissement la Révolution française. Toutes ces choses, c'est ce qui me fascine, c'est ça, c'est ces gens connus de nous aujourd'hui, mais ces grandes figures intellectuelles françaises qui sont croisées, qui sont saluées à l'époque. En 61, les parents se séparent, c'est un drame. Mais ce n'est pas un drame financier à proprement parler, puisque Laure de Maupassant a quand même une certaine fortune. Et puis, ils se séparent, le père accepte de transiger, et la séparation ne crée pas de heurts, se fait sans heurts. Mais malgré ça, c'est une absence. L'absence du père va peser beaucoup. Son père sera là, il lui écrira régulièrement, il suivra ses études, mais ce sera difficile. Et ce sera surtout difficile pour le frère, Hervé, le petit frère, qui, Laure va écrire, parce que Laure écrivait tous les jours à Flaubert, dans la correspondance quasiment. C'est comme on écrit à un ami, lequel elle s'est penché. Flaubert écrivait de la même façon sur ces questions de famille. Et elle va écrire à Flaubert, elle va lui dire « J'ai beaucoup souffert, vous l'avez compris, vous me connaissez. Vous m'estimez assez pour qu'il me soit inutile de vous dire que cette résolution, la séparation, est irrévocable et que je saurai conserver la dignité de ma vie. » Voilà le terme qui définit la mère et qui définit même Guy de Maupassant, le clan Maupassant, c'est la dignité, malgré tout ce qu'on a raconté ensuite sur Maupassant, c'est-à-dire ses excès, je parle notamment ses orgies, ces choses. D'ailleurs, la nièce de Flaubert, Caroline, la fameuse Caroline avec laquelle Flaubert avait été, regardait Madame Maupassant d'une façon, avec une certaine défiance, parce qu'elle disait Laure de Maupassant était une femme assez difficile à comprendre, ayant de nobles qualités et des duretés de caractère extraordinaires. Mais cette dureté de caractère, ça va faire que, pour se défouler, Guy va devenir adepte de tous les sports qui naissent. D'abord la gymnastique, il va adorer la gymnastique. Il était sans contredit le plus vif, le plus adroit, le plus robuste d'entre nous, dit un de ses camarades, très rouge. Dès qu'il était un peu échauffé, son teint devenait rouge, avec des joues comme des pommes, une tignasse tirant sur le roux, toute frisée, avec des reflets d'or. Et c'était toujours lui qui était en tête, parce que leur grand jeu, c'est de s'absenter et de gravir les falaises. À l'époque, les enfants n'étaient pas surveillés comme ils le sont aujourd'hui. Donc on pouvait gravir les falaises. Et un jour, il est tombé de la falaise, il s'est démis l'épaule, et son maître d'école a dit « il veut toujours en faire plus que d'autres, plus que les autres ». Et on voit son caractère. Il aimait des chiens, il avait des chiens, des chats, des animaux autour de lui. Il adorait ses chiens aussi, c'était les chiens de sa mère.
Dans cette vie, il rentre ensuite, alors là ça va être le deuxième moment de son éducation, qui va être un moment très critique. Sa mère, qui ne peut plus, à un certain niveau, continuer à lui enseigner la philosophie, parce qu'il faut d'autres choses, il faut des diplômes d'abord. Alors, elle l'enferme, si j'ose dire, et il revenait toutes les semaines, mais dans une institution, dans une pension religieuse d'Yvetot. Alors là, c'est la détestation totale. Maupassant se dresse contre l'autorité et il a écrit, voilà ce qu'il a écrit là-bas, 2 heures de liberté captive dans une cour entourée de murs, au milieu d'une ville, alors qu'il devrait jouer à son gré, il parle des enfants, à son aise, suivant le désir de la nature qui a mis en lui le besoin impérieux de jeu. Il devrait courir dans les bois, nager dans les fleuves, grimper des côtes, faire des armes, monter à cheval. Voilà ce qu'était le rêve de Maupassant enfermé dans cette école. Il perd la foi, d'ailleurs, il n'a jamais eu la foi, mais là, il l'a encore moins, parce que vraiment, comment croire à cette religion. Et Flaubert écrit à sa mère une chose très, très jolie, parce que Flaubert revient de ses voyages à l'époque où il est revenu de ses voyages, il est dans le procès Bovary, quand il écrit ça, il dit, à propos de... Pour moi, c'est le plus important dans la formation de Maupassant. Il écrit à propos de Laure et d'Alfred Le Poitvin et lui, de leur petite bande à Rouen qu'ils formaient. Il écrit « Je me rappelle avec délice et mélancolie », et ça c'est magnifique, c'est un texte, tout à la fois nos interminables conversations mêlées de bouffonneries et de métaphysique, nos lectures, nos rêves et nos aspirations si hautes. Si je vaux quelque chose, écrit Flaubert, c'est sans doute à cause de cela. J'ai conservé pour ce passé un grand respect, nous étions très beaux. Je n'ai pas voulu déchoir. Et la même chose va se produire pour Maupassant qui a une enfance dans cette beauté, dans la campagne normande. Il n'a pas voulu déchoir quand il s'est trouvé. Alors, il prétextait, ce qui est amusant, c'est qu'il prétextait toujours, il était toujours malade quand il revenait en pension, toujours. Donc on le revoyait à Étretat, et à Étretat, dès qu'il était sur pied et reprenait la mer avec les pêcheurs, et ses longues nages dans la mer, ses expéditions. À 12 ans, il a perdu la religion. On sait qu'il a perdu la religion dans ses établissements à 12 ans, mais définitivement, il ne l'avait pas, parce que dans sa famille, on n'était pas religieux, on n'allait même pas à la messe. Et un jour qu'il était interrogé sur... là, je vais en venir, parce que nous sommes quand même Maupassant, on ne peut pas jouer les bégueules en parlant de Maupassant. Il était interrogé sur la masturbation, ce qui est un problème dans les écoles religieuses, qu'il avait découverte à 12 ans en voyant un marin s'y livrer devant lui. Il avait vu un marin. Bon. Il dit « Comme tout garçon bien portant, je l'ai fait de temps en temps, mais je ne cédais pas au désir très souvent. » C'est la religion qui vous empêchait, lui demande la personne qui l'interroge. Bien sûr que non, je n'étais pas croyant. Même quand j'étais garçon, la religion me répugnait. Quand j'avais environ 16 ans, j'ai eu une fille et la jouissance qu'elle m'a procurée m'a guéri de l'abus de la masturbation, ce qui est très beau. Je crois que mes expériences étaient assez normales. Voilà. Et c'est sa première expérience sexuelle qui l'a définitivement éloigné de la religion, on peut le dire, et qu'il a aussi, sa mère a écrit sur cet épisode de sa vie, elle a dit « À l'amour succéda une amicale tendresse mutuelle qui dura fort longtemps, une tendresse pour une jeune femme qui s'appelait Ernestine Aubourg, qui était la nièce de l'abbé d'Étretat. Et elle aidait sa mère à tenir un hôtel près d'Étretat. Et c'était la première passion à 16 ans de Maupassant. Et il a dit, toute cette fille semble flamande par sa carnation, sa structure, son rire osé, sa bouche forte, bien ouverte. Voilà. Ce qu'il reprochait en général à la société, mais on le verra ensuite à la politique, Guy de Maupassant, c'était au fond la crasse. Il était passionné, il était d'hygiène et de santé. Il disait l'absence d'hygiène et d'eau dans les écoles religieuses le frappait. Il disait nous vivions dans une piété étroite, ruminante et forcée, et aussi dans une saleté vraiment méritante. Car je me rappelle qu'on ne faisait laver les pieds aux enfants que 3 fois l'an.
la veille des vacances. Aujourd'hui, c'est hallucinant de se rendre. Quant aux bains, on les ignorait tout aussi complètement que le nom de M. Victor Hugo. Nos maîtres devaient les tenir en grand mépris. Voilà le Maupassant qui qui le cœur franc, parce que c'est un garçon qui a un cœur franc, direct, va arriver en rhétorique et passer le bachot, et en rhétorique, il va aller au lycée de Rouen. Et là, il va avoir comme correspondant Louis Bouillet, qui était le meilleur ami de Gustave Flaubert, évidemment, et c'est là l'un des plus grands humanistes de son époque, et c'est aussi Louis Bouillet qui va achever son éducation. Enfin, à la faveur d'un séjour du poète Swinburne à Étretat, d'un extravagant fils d'industriel qui s'appelait Powell, il va rencontrer le poète Swinburne et même les pêcheurs d'Étretat, Swinburne avait été repêché par les pêcheurs d'Étretat parce qu'il avait failli se noyer. C'était aussi, comme Maupassant, c'était un ardent républicain. Et il était reçu chez ce couple assez extravagant d'hommes. Et Swinburne, il va lui offrir. Alors c'est là où aussi il y a des choses, après on va prêter à cette main d'écorché. Swinburne avait un singe qui était en liberté dans la maison. Vous imaginez une maison d'extravagance, quoi, où il y avait une aquarelle avec une tête de mort dans un coquillage rose. C'était de dingue, Swinburne et Powell, sous une lune. Il y avait aussi une main d'écorché. Une main d'écorché avec aux os blanchis. Et le singe qui se manifestait. Et cette main d'écorché, eh bien, Swinburne va la donner à Maupassant. Et toute sa vie, il gardera cette main d'écorché sur son bureau. Donc il y avait à la fois chez Maupassant l'attraction de l'inconnu, comme je disais, chercher derrière l'inconnu, chercher quelque chose. Et en même temps, il y avait la volonté de décrire le réel, et c'est ce qu'il avait fait, qu'il était naturaliste. 1870 ou 71, ces années-là, c'est la naissance du naturalisme. Et vous savez ce que Zola disait, il faut un baptême aux choses pour que les gens les croient neuves. Et c'est pour ça qu'ils avaient trouvé le mot naturaliste pour définir cette école littéraire dans laquelle on trouvait Séard, on trouvait Mirbeau, on trouvait évidemment Zola qui était le directeur, et ces gens qui allaient, le chef de cet élan naturaliste, et les Goncourt bien évidemment, qu'on allait retrouver plus tard jusqu'à, je le disais, Mirbeau, mais même Henri Beck, pour citer un écrivain. Surtout pendant la guerre de 70, l'hiver 70, il est mobilisé, il a 20 ans, il est mobilisé à Rouen pendant la guerre où la guerre va être difficile, parce que les Allemands vont arriver à Rouen, ils vont envahir Rouen, et je ne vais pas vous relire Boule de Suif, mais c'est l'histoire de Boule de Suif, c'est-à-dire l'occupation de la Normandie par les Prussiens à l'époque. Et cette expérience va le marquer, parce que d'abord il aura très froid, parce que l'hiver 70 sera très très sévère en Normandie, mais ensuite il va connaître cette camaraderie de combat, mais surtout l'absurdité de cette guerre, qui va bien exprimer dans Boule de Suif, vous savez, où cette jeune prostituée va se sacrifier pour que tout le reste de la diligence qui l'accompagne puisse manger en paix. Enfin, cette espèce de... Et c'est là que... Alors, quand le livre va sortir, Boule de Suif, les patriotes vont dire « mais c'est un scandale contre la patrie, contre l'armée ». Mais en fait, c'était une histoire qui lui avait été rapportée, d'ailleurs, par une prostituée, une jeune femme qui avait vécu la même expérience. Boule de Suif a existé. Souvent, chez Maupassant, d'ailleurs, ce sont des personnages qui ont existé, et il prend une partie de l'histoire et lui l'écrit à son façon, à sa manière. À cette époque, après la guerre de 70, ce qu'il ignore, et c'est là qu'il va avoir des difficultés, c'est qu'à l'époque, le service militaire est de 4 ans. Donc il faut trouver un remplaçant de 5 ans. Il
Il faut trouver un remplaçant si on veut revenir dans la vie civile. Et alors, il avait tiré, lui, le mauvais numéro. Il avait tiré le numéro 56. Et il lui restait 4 ans à tirer dans l'armée après la guerre de 70. Donc, il va manœuvrer, d'ailleurs Flaubert va y mettre son père, Flaubert, pour trouver un remplaçant qui fasse son service militaire à sa place. Et pour entrer, c'est là qu'il va rentrer dans l'administration comme surnuméraire. À cette époque, il entre dans l'administration comme surnuméraire. C'est quoi surnuméraire? C'est en attendant un poste définitif de fonctionnaire, il va travailler comme commis de bureau dans l'administration. Il travaille donc, il entre au ministère de la Marine en début 1872. Alors, c'est curieux, il va d'abord habiter, il va avoir plusieurs domiciles, et ça, faudra s'en souvenir après pour le récit, parce que rue Moncey, c'est son premier domicile à Paris, puis rue Clausel, et c'est là où il a pu observer, c'était une rue éminente de galanterie parisienne, où il va observer le manège des prostituées. Et puis, c'est précisément l'année, il vivait dans une cour, d'ailleurs dans un petit appartement assez étroit, dans une cour, et c'était un emploi, il avait récupéré un emploi au ministère de la Marine, c'est-à-dire place de la Concorde, c'est là qu'avaient été ses bureaux, un emploi de surnuméraire. C'était un emploi désastreux parce que l'avancement dans ce genre d'emploi était très lent, donc il désespérait, mais il ne pouvait pas se passer d'emploi, il ne pouvait pas vivre de ses rentes comme Flaubert avait vécu de ses rentes. Flaubert avait vécu jusqu'à un certain moment, et nous verrons pourquoi. Nous verrons pourquoi, parce que Maupassant essaya plus tard d'aider Flaubert. À la fin de sa vie, Flaubert avait de grandes difficultés financières et Maupassant avait essayé d'intervenir, quand il était au ministère de l'Instruction publique, essayé d'intervenir pour lui verser une pension. Mais Flaubert, qui avait sa dignité, qui avait son quant à soi, ne voulait pas que ça se sache. Donc finalement, Flaubert n'a jamais touché cette pension, mais Maupassant tentera de l'aider. Ensuite, il habitera 83 rue du Long, au bout de la rue du Long, comme je vous le disais, et une pièce. Alors c'est l'ascension sociale de l'écrivain, vous voyez, du journaliste. Une pièce, 2 pièces, puis l'appartement complet au 5e étage qui donnait sur la ligne de chemin de fer, et il voyait les trains toute la journée. Puis ensuite, 10 rue Montchanin, aujourd'hui où nous sommes, c'est-à-dire rue Jacques Bingen aujourd'hui. Voilà. Maupassant disait d'ailleurs, il avait confié à... ça explique son itinéraire, ses hésitations et ce côté d'ailleurs très scrupuleux de l'écrivain qui s'attelle à ses romans tous les matins ou à ses chroniques. Il avait écrit « Comme tout idéal est insaisissable, il suffit d'avoir un ordinaire supportable ». Il était déjà fataliste. Il va ensuite à Paris avoir la consolation d'y rencontrer souvent Flaubert. Ils allaient ensemble, Flaubert montait une pièce d'ailleurs, on montait une pièce au théâtre de Cluny, qui est aujourd'hui, c'est intéressant de savoir, un centre de gymnastique, mais c'était un théâtre, un très beau théâtre, et Flaubert, il accompagnait Flaubert, et il parlait de littérature, et il lui disait, voilà, et Flaubert disait, c'est un jeune homme qui s'essaie à écrire, et qui déchire ses essais, et voilà. Mais comme Flaubert était, à force de travail, estimait qu'il fallait pour ce jeune homme, pour qu'il se révèle pleinement, il fallait une amitié littéraire, et cette amitié littéraire, c'est lui qui va lui apporter. Il va transférer l'amitié qu'il avait pour sa mère pour Guy de Maupassant. Alors, il y a eu beaucoup d'affaires d'argent dans cette famille, parce que dans ces grandes familles normandes, évidemment, dans cette époque-là, surtout dans les premières années de la République, de la Troisième République, de la République retrouvée, après le Second Empire, les villas
vont être dépecés, on va séparer les héritages, et puis en plus avec un frère qui était un incapable, qui ne trouvait pas d'emploi, c'est sa mère qui tous les deux essayaient de lui trouver un emploi. Il faudra bien l'amitié de Flaubert pour qu'il tienne le coup en attendant le succès. Et son amitié, il va le dire lui-même, Flaubert était pour lui, et je le cite, une sorte de tutelle intellectuelle, et qui eut sans cesse le souci de m'être bon, utile, de me donner tout ce qu'il pouvait me donner de son expérience, de son savoir, de ses 35 ans de labeur, d'études et d'ivresse artiste. Voilà. Flaubert le décrivait comme un petit taureau breton. Maupassant. Il disait, il ressemble à un petit taureau breton, et Taine, lui, disait, il ressemble à un taureau triste. Alors tantôt il était triste, tantôt il était breton, mais enfin, il ressemblait à un petit taureau, il était Rabelais, costaud. Et voilà le portrait qu'en trace un ami. Il était vigoureux, très musclé, un peu trapu. Les cheveux drus bien plantés, légèrement frisés, le nez fin de chien de chasse qui flaire et qui hume, la moustache châtain roux moussant au-dessus des lèvres sensuelles, le menton court des énergiques et les yeux de topaze brûlés très doux avec une lueur de flamme. En plus, il avait l'esprit vif, railleur et toujours de belle humeur. Et avec... il était passionné par... Les chemins de fer ont fait Maupassant en fait. Il avait une passion pour le chemin de fer, il avait la gare Saint-Lazare à côté, il partait. Tout de suite, canoter. Alors il n'allait pas loin canoter, il allait à Chatou, il allait à Beson, c'était les premières lignes, Argenteuil, et il allait canoter, c'est là qu'il s'est converti au canotage. Tout le bonheur de ma vie à cette époque consistait à canoter. J'avais une chambre chez un gargotier d'Argenteuil, et chaque soir je prenais le train des bureaucrates. Ce long train lent qui va déposant de gare en gare une foule d'hommes à petits paquets, bedonnants et lourds, car il ne marche guère, et mal culottés, car la chère administration déforme les pantalons. La chaise administrative déforme les pantalons. Ce train où je croyais retrouver une odeur de bureau, de carton vert et de papier classé me déposait à Argenteuil. Et Argenteuil, là, c'était un peu le début du paradis, c'est-à-dire que le canotage, il s'embarquait sur la Seine pour de longues dérives. Il ramait, il mangeait peu, Maupassant. Alors il mangeait peu, on sait qu'il aimait les œufs, il n'aimait pas grand-chose, il détestait les épinards, l'oseille, et en particulier, il ne fallait jamais lui se servir de carottes, il détestait, il n'était pas très légume, mais il mangeait frugalement, il était assez frugal. Le soir, après avoir ramé, il remisait son bateau, et je repartais pour Paris à pied, quand j'avais la lune sur la tête. Argenteuil, Paris à pied. Ces naturalistes, c'était aussi des hommes solides, parce que je vous avais raconté comment, dans la conférence sur Zola, Zola venait de Médan à la rue de Bruxelles, à Paris, place de Clichy, en vélo. Il faisait l'aller-retour. C'était des santés. Nous n'avions souci de rien, disait de cette époque Maupassant, que de nous amuser et de ramer, car l'aviron pour nous, sauf un, était un culte. Alors ils vont bientôt quitter Argenteuil, parce qu'ils se pour Beson, et Beson c'était quoi? C'était des peintres. Tout ça, ils partageaient cette passion avec les amis peintres, hein, des peintres moins connus comme le Loire, parce qu'il n'y a pas que des peintres connus, des peintres très estimables, et Tourguenieff ou ses amis. Et une amie de Tourguenieff d'ailleurs le décrivait comme il plaisait aux femmes, hein, comme un jeune empereur romain. Il disait tant soit peu amoureux de lui-même, ou tout au moins poussant très loin le soin de sa personne, donc d'une propreté raffinée. Et il avait toujours été très soucieux de sa mise et de sa propreté. Un jour, causant avec quelques amis chez moi de la saleté cachée des gens paraissant propres, il fit en plaisantant cette proposition: combien serions-nous à consentir de nous déchausser en public? Il l'eut fait tout de suite. On se borna de rire à cette boutade. Son scepticisme en tout était fort grand. Il m'assura une fois qu'il ne croyait à la vertu d'aucune femme. Eh bien, et votre mère? Ah, maman, oui. Ça, c'était tout Maupassant, cette passion. Et parmi le groupe, il y avait aussi, je l'indique, pour les habitants du 17e arrondissement, il y avait Georges Pouchet, qui était un savant, la porte Pouchet, d'ailleurs, qui a donné son nom à la porte Pouchet, et qui avait établi une
une étude anatomique comparée des poissons et des cétacés, voilà. Et alors ce Pouchet a beaucoup joué parce qu'il était aussi, lui, on en a parlé, j'en ai parlé dans une autre conférence de Madame Adam. Pouchet était toqué de Madame Adam et il était toujours près de la place Wagram dans le salon de Madame Adam. Alors tout ce cercle-là, qui était à la fois, Maupassant n'était pas politique, hein, mais là, Pouchet était plus politique, tout ce cercle se rencontrait, se retrouvait, tous ces gens canotaient ensemble. Sa conception de la littérature, il l'a confiée en 77. Et c'est là à partir du moment où il va commencer à écrire, à Alexis, Paul Alexis, c'était le témoin de mariage à la mairie du XVIIe d'ailleurs, de Zola. Je trouve que Schopenhauer et Herbert Spencer ont sur la vie beaucoup d'idées plus droites que l'illustre auteur des Misérables. Les naturalistes n'aimaient pas Victor Hugo, il faut le savoir, j'en ai parlé dans ma première conférence, mais ils voulaient se détacher du romantisme. Ils pensaient que le romantisme était une impasse. Quant aux querelles sur les mots, réalisme et idéalisme, je ne les comprends pas. Une loi philosophique inflexible nous apprend que nous ne pouvons rien imaginer en dehors de ce qui tombe sous nos sens. Et la preuve de cette impuissance, c'est la stupidité des conceptions dites idéales, des paradis inventés par toutes les religions. Nous avons donc le seul objectif, l'être et la vie, qu'il faut savoir comprendre et interpréter en artiste. Si l'on ne donne pas l'expression à la fois exacte et artistiquement supérieure, c'est qu'on n'en a pas assez le talent. Voilà. Et il entre, grâce à Flaubert d'ailleurs, au ministère de l'Instruction publique, et là, il va pouvoir sécher, j'allais dire, les heures de travail et beaucoup plus profiter de la vie et surtout de se détacher du temps, de gagner du temps pour écrire, parce qu'il a son œuvre à faire. Et il commence à avoir les premiers soucis, le médecin lui dit, mais c'est pas la syphilis, les premiers soucis de santé, c'est-à-dire qu'il perd ses cheveux. Alors il écrit à Flaubert, mais ça n'a rien de syphilitique. Flaubert, qui est syphilitique lui-même, sait très bien, n'est pas dupe. Et il a un rhumatisme qui lui attache constitutionnel, dit le médecin, le cœur et l'estomac. Et là, il commence à se... C'est l'époque où il fréquente Nina de Callias dans sa résidence avec Charles Cros, enfin, tous ces poètes. Et ces migraines persistent. Et il justifie d'ailleurs des migraines pour pouvoir se prendre des jours de liberté pour écrire. Et en 79, quand paraît Nana est apparu avant Boule de Suif. Il voyage beaucoup et il fait paraître une fille dans une revue naturaliste qui est un très beau roman. Une fille, c'est la série, c'est toutes ces séries des filles, des prostituées dont il s'est inspiré en suivant leur vie à l'époque quand il habitait dans le 18e. Et dans sa lettre de vœux, Flaubert écrit à propos de Boule de Suif, parce que 1880, c'est la date. Il va écrire, vous savez, il a commencé à écrire, c'est ça qui est stupéfiant. En 78 et en 1890, il n'écrira plus. 12 ans seulement, 12 ans pour écrire cette œuvre considérable. Et à propos de Boule de Suif, Flaubert lui écrit « Mais j'attends cette œuvre, j'ai grande envie de voir l'élucubration antipatriotique, dit Flaubert. Il faudrait qu'elle fût bien forte pour le révolter. » Et lui répond à Flaubert, c'est l'époque de la publication de Bouvard et Pécuchet, qui va beaucoup inspirer. Il y a plusieurs récits, par exemple, les Dimanches d'un bourgeois de Paris ou Monsieur Parent, ce sont des nouvelles de Maupassant qui sont très inspirées de Bouvard et Pécuchet. Et on dit que Pouchet, le fameux Georges Pouchet, le savant, a inspiré également Bouvard et Pécuchet dans leurs recherches. La religion m'attire beaucoup, il écrit à Flaubert, car parmi les bêtises de l'humanité, celle-là me semble capitale, c'est la plus large, la plus multiple et la plus profonde. Voilà l'humeur de Maupassant à cette époque. Ses passions, il va d'ailleurs avoir des problèmes, puisque on va lui faire un procès, un peu le procès qu'il y a eu pour Bovary, le tribunal des Tempes. Enfin, un lecteur va porter plainte pour Boule de Suif, enfin, et pour un de ses romans en tous les cas, et pour une de ses nouvelles, et il va avoir des problèmes, et ce qui fera dire d'ailleurs à Flaubert, qui lui répondra, la bêtise est infinie, quoi. C'est-à-dire, cette histoire est extravagante, cette bêtise, il dit, nous sommes tombés bien bas dans la baie
aussi, voilà ce que dit Flaubert, c'est quand même bien presque 20 ans après Madame Bovary, avec les mêmes troubles. Et là, Maupassant commence à avoir des premiers troubles de vue, des paralysies de l'œil droit, et les médecins lui inventent des choses extravagantes. Enfin bon, ils n'osent pas lui dire que c'est la syphilis qui est à la source de ça. Flaubert, à la mort de Flaubert, il va être absolument extraordinaire. Il va avoir une attitude extraordinaire, Maupassant. Il va tout de suite, quand Flaubert est frappé d'apoplexie, il est en train de dîner à Médan avec ses amis, et il passe ensuite, il va à Croisset, et au nom de la nièce de Flaubert, Caroline, il va écrire les nombreuses lettres, dont à Pauline Viardot, donc il y a des personnages connus. Il écrit à Zola, il écrit à Tourguenieff, à Goncourt et à Bainville, en annonçant la mort de Flaubert. Maupassant lave, c'est lui qui va faire la toilette de Flaubert mort sur son lit. Je fis sa toilette que je terminais par une forte lotion à l'eau de Cologne. Puis je l'ai habillé d'une chemise, d'un caleçon et de chaussettes en soie blanche, puis des gants de peau, puis son pantalon à la hussarde, son gilet et son veston. Sa cravate passée sous le col de sa chemise formait un fort papillon. Ensuite, je lui ai fermé des beaux yeux dans lesquels, malgré le voile de la mort, on voyait encore flotter une légère couleur azur. Voilà. Puis je lui brossais sa moustache et sa belle et forte chevelure qui formait encore des boucles parfaites. Alors je me représentais le travail qu'avait fourni le cerveau que contenait cette tête. Voilà l'adieu. Et il le veilla pendant 3 jours. Voilà. Comme Flaubert avait veillé son oncle en 1848. Alors, la cérémonie, il y avait tout le monde pour les enterrements de Flaubert. Imaginez les écrivains Zola, Heredia, Théophile Gautier, Goncourt, l'éditeur Charpentier, Huysmans, Céard, Hénique, Paul Alexis, et pas de Rouennais. Les gens de Rouen étaient indifférents à la mort de Flaubert. Et il est arrivé un incident. La fosse qu'ils avaient creusée au cimetière n'était pas assez longue pour le cercueil de Flaubert. Et le cercueil a été coincé, mais la tête en bas, ce qui est quand même embêtant. Et il ne voulait ni remonter, écrit Maupassant, ni redescendre davantage, et l'on entendait les cordes crier, le bois se plaindre, c'était atroce. La nièce que Flaubert avait tant aimée sanglotait au bord du caveau. Daudet, Zola et moi, nous repartons, refusant de nous mêler à la ripaille qui se prépare pour ce soir et revenant parlant pieusement du mort. Voilà. Et sa mère, elle est en Corse à ce moment-là. Elle s'est enfermée pendant 8 jours sans sortir, en apprenant la mort de Gustave Flaubert. La vie ensuite de Maupassant, qui va passer du 5e étage de la rue du Long au 10 de la rue Montchanin, au fil, ses livres vont avoir un succès immédiat. Son éditeur, la publication de Boule de Suif va être un succès considérable, va lui permettre de vivre plus aisément, mais va lui infliger aussi la nécessité d'écrire, d'écrire et d'écrire et d'écrire toujours pour tenir ce train de vie, parce que les éditeurs le pressent. Et voilà comment on voulait le décrit un de ses amis à Bougival, à Sartrouville plutôt, quand il canote. Guy de Maupassant, tête nue, un maillot de canotier à raies bleues couvrant le buste et laissant passer des bras musculeux. Aller au soleil, un coup de lutteur forain se démenait dans ses paquets, plantant des clous, clouant des nattes, accrochant des nattes. Il s'était construit une petite maison. Et ensuite, il va aller, sans doute pour se libérer de cette mort de Flaubert, il va aller en Corse. Et sa mère avait un ami dominicain qui, pour les Corses, ça dira beaucoup de choses, en Balague, qui était très libéral, et pour être puni de son insolence, il avait été envoyé au couvent de Corbara. Et il va d'ailleurs faire sillonner toute la Corse. Il a écrit des récits magnifiques sur la Corse. Il va tomber follement amoureux de la Corse, mais
tout en fustigeant la politique. Il n'était pas fait pour la politique. Il dira: quand fera-t-on de la politique de bonne foi au lieu de faire uniquement de la politique de parti? Jamais sans doute, car ce mot, le seul mot politique, semble être devenu le synonyme de mauvaise foi, foi arbitraire, perfidie, ruse et délation. Il va écrire donc la Vendetta, plusieurs récits, et c'est là qu'il va avoir peut-être deux de ses grands amours, les deux femmes de sa vie qui vont l'accompagner. Alors, c'est très compliqué parce qu'il n'a jamais vécu vraiment avec une femme. Il voulait vivre seul avec son François Tassard, qui était son domestique. C'était plus qu'un domestique, c'était plus qu'un majordome, c'était presque un compagnon de vie. Il lui faisait la cuisine, il l'accompagnait partout. Et d'ailleurs, quand Maupassant avait décidé de l'embaucher, il lui a dit: vous me suivrez partout. Alors ce garçon qui était belge avait dit: oui, mais vous m'augmentez mes gages, hein, parce que un jour, les inconnus, les femmes écrivaient beaucoup à Maupassant. Elle venait le chercher, c'est ça, il écrit. Et il lui répond, il dit: je n'ai pas l'âme sentimentale, il lui répond. Hein. Toute ma coquetterie, il disait, coquetterie de portefaix de garçon boucher, consiste à promener en été sur les bords de la Seine en costume d'accognetier pour me promener, pour me montrer mes bras. Oui, je suis un faune et je le suis de la tête aux pieds. Je passe des mois seul à la campagne, la nuit sur l'eau, tout seul. Toute la nuit, le jour dans les bois ou dans les vignes, sous le soleil furieux, et tout seul tout le jour. Et c'est ce mot. La seule chose qui ne l'attristait pas, disait-il à l'époque, c'est la mélancolie de la terre. Et ça, le grand voyage aussi après, ça va être ces grandes découvertes, ces grands bonheurs vont être l'Algérie. En Algérie, parce qu'il a les moyens. D'abord, il a ses bateaux. On verra, il s'achètera un premier bateau avec la réussite de Bel-Ami. Il gagnera tellement d'argent qu'il va appeler son bateau Polémique. Il aura 2 Bel-Ami d'ailleurs, 2 bateaux successifs. Et ce qui le passionne, c'est les voyages, sont les voyages. Et il va découvrir en Algérie un pays qu'il admire, magnifique, mais surtout le drame de la colonisation. Il va trouver en Algérie une situation complexe et la comprendre parfaitement. D'ailleurs, cette capacité d'analyse est assez stupéfiante à l'époque où il y a un sentiment colonisateur, la colonisation porte toutes les bonnes consciences en France. Beaucoup d'autres questions, écrit-il, se lèvent et se heurtent en Algérie. Et chacun à Paris, comme ici d'ailleurs, me semble les trancher avec une hardiesse tranquille doublée d'une suffisance admirable. Les bêtises énormes à première vue, débitées par les phraseurs, avocats attitrés de notre colonie. Le point de vue étroit, patriotique si l'on veut, mais odieusement inhumain, où il se place, donne un désir ardent de comprendre quelque chose à cette situation unique au monde des populations algériennes. Il dénonce le sort qu'on fait aux populations algériennes. Il dit: sans attaquer personne, on peut dire que la colonisation a été mal conduite. On est en 1881. Civils et militaires ont cherché surtout à piller, à rançonner l'arabe, fort peu à fertiliser ces immenses étendues improductives. Quoi ? Il y a 50 ans que nous possédons ce pays et il est encore dans un tel état. Plus tard, il dira sur le problème algérien, il va le définir, il s'est même adressé au gouverneur, il a fait une lettre au gouverneur, dans un journal, hein, une lettre ouverte, en disant: vous vivez comme les rois fainéants dans le fond mystérieux de votre palais, ce qui ne va pas être très apprécié par les autorités, mais il était intouchable, parce que c'était Maupassant et parce qu'il était un écrivain, un chroniqueur réputé. Voilà ce qu'il dit sur les Kabyles. J'arrêterai sur ce passage mais tout son passage sur l'Algérie est tout à fait remarquable. Il faut se réinvestir dans ses textes sur l'Algérie, sur la colonisation, parce qu'il avait tout compris. Voilà ce qu'il dit des Kabyles. On leur accorde en principe le droit de parcours dans les forêts. Et les Kabyles avaient des troupeaux de moutons. On leur retire, en fait. De plus, nous traitons les Kabyles toujours en vaincus et nullement en compagnons de travail. Toujours en vaincus.
Toujours nous nous montrons trop arrogants, trop ennemis. Aucune relation ne s'est encore établie entre eux et nous. Du moment que nous créons cette situation, il faut en subir les conséquences. 1881. Il y a aussi des anecdotes. Par exemple, il est souvent témoin dans les duels, au Vésinet notamment. Alors ça l'énervait beaucoup, ça, parce que lui, il ne s'est jamais battu en duel. Mais comme il avait beaucoup d'amis, tous ses amis demandaient, le sollicitaient. Alors il dit, ces piqûres, quand prendra-t-on, à propos des duels, alors celui dont il parle là se déroule au Vésinet, mais quand prendra fin cette grotesque habitude d'aller se faire des piqûres à la main dans les environs de Paris? Il ne prenait jamais ces choses-là au sérieux. En 82, son père est ruiné par la banqueroute de la Banque de l'Union Générale, donc il va venir il va aider son père, puisqu'il avait les moyens, et puis il reçoit. Alors, Maupassant est un solitaire qui reçoit beaucoup ses amis le soir à dîner, et qui quelquefois oublie ses amis d'ailleurs, oublie ses rendez-vous avec les femmes et abandonne ses amis en plein dîner pour aller retrouver une femme dont il avait oublié le rendez-vous. Et là, il va rencontrer deux femmes qui vont l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie. Il en aura deux, tantôt l'une, tantôt l'autre, et les deux n'ignoraient pas l'existence de l'autre. Il va s'accommoder de cette situation ambiguë, car l'essentiel pour lui, c'était de rester seul. Vous savez, il avait aussi le goût de la blague. C'est-à-dire, dans cette époque, disons jusqu'en 1887, quand il est devenu beaucoup plus malade, ou 88, il organisait des parties de campagne. Alors, il convoquait ses amis à la gare Saint-Lazare, à la gare Saint-Lazare, il les convoquait, il leur disait, bon, on va partir, on prend le train, je vous attends sur le quai. Et puis, pour faire le tri entre les bégueules, les compliqués, il leur disait, comme ça dans le creux de l'oreille, je vous préviens, je vous avertis que nous dînerons tous les soirs nus. Et la plupart, évidemment, s'esquivaient en disant non, mais on ne peut pas. Et comme ça, il éliminait, il adorait les farces. Un jour, à la comtesse Potocka, il avait offert, pour la remercier, elle lui avait fait un commentaire, je ne sais plus sur quoi. La comtesse Potocka, c'était une femme très très riche qui habitait à avenue de Friedland, qui avait un hôtel particulier qui est devenu la chambre de commerce d'ailleurs. Et elle s'était toquée, elle était une femme très, très, très intelligente, brillante, elle s'était toquée un peu de Maupassant. Et pour la remercier de je ne sais quel geste ou de quelle remarque, il lui avait offert une boîte, un beau cadeau avec un œuf, et à l'intérieur il y avait des grenouilles vivantes, et le pauvre François Tassard, qui était son domestique, a dû reprendre les grenouilles et les lâcher dans le bois de Boulogne. C'était ça aussi, c'était le goût de la farce. Maupassant n'était pas quelqu'un de triste, il gardait sa tristesse pour lui-même, et il était dans la vie comme il était en littérature. Il disait, le romancier moderne cherche avant tout à surprendre l'humanité sur le fait. Il cherchait à saisir les petits bonheurs sur le fait. Il aimait aussi s'entourer de bibelots. Il avait vraiment un cabinet de travail qui était chargé de livres, de journaux. Les murs étaient tapissés de croquis impressionnistes, disait un témoin, parmi lesquels je découvrais un portrait du maître de maison signé par Janniot. Un des murs était entièrement recouvert d'un grand gobelin. Il va transporter d'ailleurs le même décor ici, rue Montchanin. Il était très familier. Quand, par exemple, pour descendre, il décidait de descendre peut-être pas jusqu'à Rouen, mais de descendre assez loin la Seine. Et alors il partait et il allait de Beson à Médan, en aviron. Et il descendait pour saluer Zola. Il nous apparaît au milieu d'un peuple de maçons et de jardiniers, dirigeant l'installation de sa basse-cour. Il est gai, heureux de voir pousser ses arbres, car les joies les plus fortes qu'un homme puisse éprouver sont celles que donne la propriété, dit-il avec ironie. Et c'est là qu'à ce moment-là, il va s'intéresser en vieillissant, c'est-à-dire en avançant dans la vie, vers ce qu'il appelle l'invisible, avec l'écriture du Horla, qui est un récit fantastique.
Et les deux femmes qui sont autour de lui, il y a eu Paul avant, qui habitait rue Caroline, mais il va y avoir surtout Hermine, qui était la blonde, et Clémence, la brune. Et il y a une photo qui le représente, les deux femmes, avec Maupassant, en train de tirer sur les rames, de ramer sur cet aviron, une photo qui est très jolie. Et ces deux femmes étaient très contrastées, étaient très différentes. Il y en avait une qui lisait des vers qui étaient plutôt romantiques, qui étaient très émouvantes, et l'autre qui était d'une gaieté, disait-il, qui charmait. L'ennui commence à le gagner petit à petit, parce qu'il connaît de plus en plus de difficultés à écrire. C'est quand même l'écrivain qui, vers la fin de sa vie, ne pouvait plus lire les livres qu'on lui offrait, parce qu'il avait ses problèmes de vue l'empêchaient de lire, mais qui pouvait écrire, ce qui est quand même assez... on imagine le divorce intime que peut créer cette situation. C'est aussi l'homme le plus courtisé à Paris il refuse l'Académie française, il refuse les décorations, il refuse tous les titres, tout ce qui pourrait faire de lui un personnage. Il pense que l'Académie française, c'est pas fait du tout pour lui. Et alors, il a des observations politiques qui sont tout à fait passionnantes. Parce qu'il suit de loin en loin la politique, il ne veut pas s'en mêler, mais il le suit. Il dit par exemple, sur le suffrage universel, quand on voit de près le suffrage universel, écrit-il à la comtesse Potocka, et les gens qu'il nous donne, on a envie de mitrailler le peuple et de guillotiner ses représentants. Mais quand on voit de près les princes qui pourraient nous gouverner, on devient tout simplement anarchiste. Voilà, c'était un peu l'attitude Il va beaucoup écrire, c'est-à-dire qu'il y a quand même ces œuvres complètes, ces 2 tomes énormes, et en 84, quand il s'installe à Montchanin, c'est devenu il termine Bel Ami, qui représente 430 pages, tout en écrivant tous les jours des chroniques pour les revues, pour Gil Blas, Arrive le choléra. Alors c'est d'actualité, puisqu'il y a une résurgence de choléra en juillet 84. Le choléra, ça a décimé Paris, disons, en 1832. Alexandre Dumas s'en est remis. Après, à la fin des années 1840, le choléra va ressurgir, et le voilà qui revient en 1884. C'était une pandémie qui revenait, disons, tous les 10 ans, tous les 20 ans. Et c'était, à propos du choléra, il écrit à la comtesse Potocka, tout Paris est affolé, personne ne sort, vraiment, le choléra est tellement grave. Le choléra va sans doute tuer une 52 000 de citoyens, pas une cinquantaine, hein, une 50. Il est arrivé à Paris ces jours-ci et il commence à se mettre en besogne. C'est très curieux de voir la peur folle de certains gens qui ne savent plus où se sauver. Et les morts, et alors, le choléra avait été à l'époque amené, enfin porté par un marin à Toulon. Et à partir de là, leur odeur mortifère. Et alors il parle de l'invisible, il dit « L'invisible c'est un fléau d'autrefois, des temps passés, une sorte d'esprit malfaisant, qui revient et qui nous étonne autant qu'il nous épouvante, car il appartient, semble-t-il, aux âges disparus. Les médecins me font rire avec leurs microbes, ce n'est pas un insecte qui terrifie les hommes au point de les faire sauter par la fenêtre, c'est le choléra, l'être inexprimable et terrible venu du fond de l'Orient. » Et c'est là aussi qu'il va, imprudemment d'ailleurs, voyager, mais il ne sera pas... Il va beaucoup voyager. Moins il écrit d'ailleurs, plus il voyage. Alors il y aura ses voyages en Auvergne, à Châtel-Guyon, à Tazna, au Gour de Tazna, à Sancy, au Sancy. Il était un grand voyageur. Il adorait voyager en chemin de fer, en bateau, et il s'offre même en 86 un nouveau bateau qui est un cotre et qui le baptise Bel Ami. Il garde le marin à bord, il s'entendait très bien avec les marins et il va voyager en Méditerranée à bord de ce cotre.
Et c'est parce que sa mère s'est installée à Juan-les-Pins avec son frère. Et c'est à ce moment-là que on lui écrit pour protester contre la tour Eiffel, et il dit « Image affreuse et fantastique d'une tour de fer de 300 mètres qui s'élèvera sur Paris comme une corne unique et gigantesque. » Il n'aime pas tellement de cette modernité. Et par contre, il va faire une chose avec le succès du Horla. Le Horla, c'est un roman qui va se vendre, une nouvelle qui va se vendre magnifiquement. Enfin, ça va être l'un des grands succès. C'est une providence, comme Zola. Alors c'est intéressant parce que Zola voit à cette époque-là, dans les années 80-87, l'aura de Zola faiblit. C'est-à-dire que l'étoile Zola commence à décliner, alors que la providence des éditeurs, c'est effectivement Maupassant. Et pour lancer le Horla, il va monter à bord d'un ballon, qui s'appelle le Horla, évidemment, à la Villette. Et c'était un grand aéronaute qui s'appelait Jovis qui l'entraîne. La presse vient le photographier. Et il raconte alors, on entend surtout le bruit des roues sur les routes du ballon, le claquement des fouets, le hue des charretiers, le roulement et le sifflement des trains, et les rires des gamins qui courent et jouent sur les places. Et la nuit, alors ils vont voler la nuit, sur la terre il fait nuit, et nous sommes encore dans les lumières à 10 heures passées. Maintenant nous entendons des bruits légers des champs, le double cri des cailles surtout, puis les miaulements des chats et les hurlements des chiens. Ils arrivent à 2350 mètres d'altitude et ils entament leur descente. Ils franchissent l'île et ils atterrissent dans un champ de betteraves dans le nord. Et là, alors ce qui est incroyable, c'est qu'ils prennent le train, ils reviennent à Paris, le train de 8h20, et comme si rien ne s'était passé, ils reviennent à Paris. Voilà, c'était cette témérité. Le drame va revenir dans la vie de Maupassant avec la maladie d'Hervé, parce que Hervé va essayer d'étrangler sa mère, il va essayer de tuer sa famille, enfin Hervé, son frère, devient fou, et Maupassant est obligé de le conduire lui-même dans un asile qu'il va trouver, il va trouver un médecin à Lyon qui va s'occuper de lui. Et quand il fuit les problèmes, il repart en Algérie, c'est ça qui est curieux, il va vers le désert. Et le second voyage en Algérie, il va en faire plusieurs, mais ce voyage-là, il va aller au désert. Et c'est là, dans le désert, qu'il va se ressourcer. Il dit « Je bois l'air qui vient du désert et je dévore de la solitude. C'est bon et c'est triste. Je sens sur le cœur le poids des distances qui me séparent de tous ceux que je connais et que j'aime, car je les aime. » Il construit sa dernière maison à Triel. Triel, c'est à côté de Médan. Une petite villa, il construit une villa, il loue une villa là. C'est un peu sa maison du jouir ces dernières années. On peut comparer d'ailleurs le sort. Moi je trouve qu'on le réduit trop au naturalisme. C'est un naturaliste parce que c'est sa conviction littéraire, mais au-delà de ça, d'ailleurs il le disait, c'est un garçon qui n'aimait pas, par exemple il n'aimait pas la musique. Maupassant n'aimait pas la musique, il dit « j'ai pas l'oreille, j'ai l'œil mais j'ai pas l'oreille ». C'est bien embêtant puisque l'œil il était en train de le perdre, mais je n'ai pas la musique. Il n'avait aucune sensibilité musicale. Mais dans ces années de déclin, en 1889, il va dire « j'ai la certitude que je n'étais pas né pour écrire plutôt que pour toute autre besogne. Avec mon entêtement et mon procédé de travail, je serais aussi devenu peintre que littérateur, tout ce qu'on aurait voulu, hormis sans doute un mathématicien. » Et son frère va mourir le 13 novembre 89, il va s'occuper jusqu'au bout de son frère à Lyon, il va mourir à Lyon, on imagine, et là il se pose des questions philosophiques, naturelles. Il dit « je ne crois pas à la survie, je crois à la vie universelle, éternelle, parmi les astres innombrables à travers les siècles toujours renouvelés. Quant à notre petite personne à laquelle nous tenons tant et que flattent toutes les religions, dont la dernière en date est le spiritisme, eh bien non, elle ne durera pas, ne ressuscitera pas, ne sera ni récompensée ni punie dans un au-delà quelconque, nous aurons été récompensés ou punis dans ce monde même. » Et son dernier roman, c'est Notre cœur, il est publié. Et à ce moment-là, il ne supporte plus du tout le bruit. Il quitte la rue Montchanan, il va dans le 16e rue du Bocador. Et
et garde une garçonnière avenue MacMahon. Pourquoi? Parce qu'avenue MacMahon, il avait tenté de vivre à avenue MacMahon, et le bruit, il ne supportait plus le bruit avenue MacMahon des voitures, et des voitures à cheval, des calèches, enfin, il ne supportait plus le bruit. Et le bruit des voisins. C'est à ce moment-là que Dumas fils fait un geste pour lui, demande l'Académie française, et il refuse, il dit sa santé se dégrade, il dit j'expliquais que il explique à ses amis qu'il a été au fond assez fragile et qu'il était crevé de fatigue et qu'il ne pouvait pas aller au-delà. Il parle de courbatures cérébrales et de maladies nerveuses. Et c'est rue du Bocador, il ne va pas non plus, il va repartir en Algérie, il va encore fuir, il ne va pas rester, il va fuir en Algérie, il va retourner au désert et il va avoir une crise en rentrant en France sur la tombe de son frère, et une sorte d'apoplexie. Et au moment où on inaugure en 89 le monument de Flaubert à Rouen, ses amis, surtout Zola et les Goncourt, et l'éditeur Charpentier, constatent qu'il n'est... Goncourt dit il ne fera pas de vieux os, et Zola dit il a le visage complètement décharné. Son père à l'époque, son père s'est rapproché de lui, il a toujours accompagné, il allait le voir. Il n'y a pas eu de rupture dans cette famille, c'est ça qui est tout de même intéressant, c'est-à-dire qu'on décrit toujours la légende de cet homme d'une vie violente, pas du tout. Il a toujours adouci les rapports avec sa famille. Ses maux sont aggravés, et son père, je parlais de son père parce qu'il habitait 72 boulevard des Batignolles à l'époque. Sa pièce de théâtre, il écrit une pièce de théâtre, mais avec beaucoup de difficultés. Le corps se délabre complètement et il est très mal. Et il va aller de cure en cure. Alors il va aller à Divonne, avant il était allé à Châtel-Guyon, comme il est allé à Châtel-Guyon, il va à Divonne, à Luchon. Et il a l'impression que dans ses insomnies, il souffre tellement de ses migraines qu'on lui arrache des dents. Il dit, j'ai l'impression que les racines des dents montent dans mon œil. Je me sens inguérissable. Il n'a que 40 ans. Je me sens inguérissable, ma vie est atroce, j'ai la sensation d'un homme qui crève. Il ne se racontait pas d'histoire. Il subit tous les traitements, les douches glacées, tout ce qu'on fait subir aux gens dans les villes de cure, et ça ne le sauve pas. Et ça ne soulage même pas. Il était de plus en plus émacié, et vraiment la personne qui lui tenait compagnie était, et sa mère, qu'il allait voir dans le Midi, et François Tassard. La mère et son domestique étaient les deux personnes qui comptaient pour lui et qui lui ont permis de survivre dans ces années de douleur. Et puis on est le 1er janvier 1892, ça c'est une date qui va tout bouleverser, il a 42 ans, c'est le 1er janvier, et dans la nuit, alors qu'il était calme le soir, il se tranche la gorge. Et c'est son domestique qui va le trouver, la gorge tranchée, et qui va essayer de le tirer d'affaire. Voyez François, lui dit-il, il se tranche la gorge et il dit, voyez François, ce que j'ai fait, je me suis coupé la gorge, c'est un cas absolu de folie, dit-il à son domestique. Et il dit à ses médecins, d'ailleurs, il est conscient qu'il a commis un acte de folie, il dit à ses médecins, j'ai voulu me tuer, c'est insensé. Il est conscient qu'il est en train de se dégrader. Et le 3 janvier, alors là nous sommes le 1er janvier, le 3 janvier 1892, il dit à François, ça y est, la guerre est déclarée, partons à la guerre. Alors là, les choses se dégradent. Il essaie d'étrangler tout le monde. Il se bat avec les marins du bateau, avec son domestique, et seulement la bonne parvient à le calmer, la petite bonne. On lui met la camisole de force. Il mord les marins. C'est terrible, il est dans un état de dégradation. Et il va dans la clinique, celle du docteur Blanche, rue de Lamballe,
qui est maintenant l'ambassade de Turquie. Il va rue de Lamballe, et là où Nerval, le vieux docteur Blanche qui avait soigné Nerval, va prendre en charge Maupassant. Il n'en sortira plus jamais. Plus jamais. Et ces seules visites... alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il ne va pas voyager dans une ambulance. Pendant tout le voyage, il va rester très calme. Et le train part le 6, dans la nuit du 6. Il arrive le 7 janvier 92 à Paris, la tête couverte d'un chapeau mou de couleur grise où s'ensevelit sa figure maigre, hérissée d'une barbe brune qui n'a pas été faite depuis quelques jours, le cou enveloppé d'un linge blanc, s'engonce dans une large couverture grise, rayée de jaune et de rouge, qui enveloppe et dissimule tout le corps. C'est sa dernière sortie. 3 jours plus tard, il est atteint de l'hypémanie, d'hallucinations multiples, d'immobilité pupillaire, il a le regard fixe, de tremblement de la langue et par moments difficulté de la parole, d'abolition complète des réflexes. Et tout ça, tout ce calvaire, il va vivre encore 1 an, comme ça, dans cet état-là. On va quand même, alors il va quand même réclamer de l'eau bénite, mais il a dit je ne veux pas me confesser parce que si je me confesse, je vais en enfer. Il a encore cet humour. Et François, le domestique, écrit à sa mère, qui tous les jours écrit à sa mère. François va être autorisé par le docteur Blanche, par les médecins, de venir le voir tous les jours. Et son dernier compagnon va être vraiment, son confident, va être François Tassard, son domestique. Et François écrit à sa mère, il dit « Madame, je crois pouvoir vous dire que malgré son état, monsieur n'est pas malheureux. » On ne sait pas s'il était malheureux, il s'entretenait, il parlait toute la journée avec des courtiers en bourse, des courtiers imaginaires, des banquiers. Enfin, son obsession à la fin, c'était l'argent, il s'entretenait de ses affaires de bourse. On lui attribue, parce qu'elle est très chère cette pension. C'est ça, le docteur Blanche, ce n'était pas la sécurité sociale, il fallait payer. Donc, des pétitions sont organisées. Zola, il obtient le prix de la Société des gens de lettres. Alors, c'est un petit prix, mais qui permet de payer. Et Goncourt, méchamment, cette langue de vipère qu'est Edmond de Goncourt, écrit dans son journal le 2 mars 1893, le 30 janvier 1893 plutôt, parce que ça va après se déliter davantage, Maupassant est en train de s'animaliser. C'était un ami du ton de Maupassant. Hein. Et le médecin ne voit pas d'amélioration de 2 mars, il dit « Le symptôme ennuyeux en ce moment, c'est la salivation de votre cher enfant. » Et son ancien éditeur, qui était Ollendorff, c'est un immense éditeur, ira le voir, lui rendre visite et il constatera, au lieu de, contrairement à ce que décrit Morand dans son livre, c'est-à-dire qu'un Maupassant qui est à 4 pattes, qui est à bois, enfin non, pas du tout, il dira bien que la sensibilité et la conscience fussent abolies en lui, visiblement il préférait rester seul, la présence de l'être humain le rendait sur le champ sombre et farouche. Et il ne s'émouvait, dit François à l'époque, que du bruit dans les arbres. Et il disait toujours, on est sous le coup du vent d'ouest. C'était les seules sensibilités. Et à 11h45, le 6 juillet 1893, son cœur s'arrête. Alors il va être enterré à Saint-Pierre-de-Chaillot, puisque c'est sa paroisse, il habitait rue du Bocador. Alors, on imagine tout ce qui compte pour la littérature et pour l'art. Jean Béraud, Léon Bonnat, Raphaël Lie, Rodin, les écrivains, Paul Bourget, Léon Dierks, Hérédia, Mallarmé, Catulle Mendès, Mirbeau, Portoriche, Henri Boer, le fils naturel d'Alexandre Dumas, Hector Malot, Paul Marguerite, et puis des femmes, toutes les femmes sont là. La comtesse Potocka, Madame Legrand, Madame Strauss, Madame Kahn, Madeleine Lemaire, Hermine, Clem, ses 2 maîtresses. Et le cortège, après, il est enterré, le cortège s'ébranle jusqu'au cimetière de Montparnasse. Et là, Zola, au nom, on peut le dire,
de ses lecteurs et de tous ses amis, dit « Je l'admire sans réserve, comme Molière, La Fontaine, Montaigne et Rabelais. À la vraie race, il appartenait à la vraie race, comme eux, des grands écrivains français. Sa langue est simple, claire, toujours précise. Je ne vous cache pas que je préfère encore ses nouvelles de purs chefs-d'œuvre. » Et c'est l'adieu à Guy de Maupassant.